Salut, c'est John. Aujourd'hui, je vous présente un livre d'Alain Finkielkraut, La défaite de la pensée. Le Volguest. En 1926, Julia Banda publie La trahison des clercs, son sujet, le cataclysme des notions morales chez ceux qui étudient le monde. Banda s'inquiète de l'enthousiasme que l'Europe pensante professe depuis quelque temps pour les profondeurs mystérieuses de l'âme collective. Il dénonce l'allégresse avec laquelle les desservants de l'activité intellectuelle, à l'encontre de leur vocation millénaire, flétrissent le sentiment de l'universel et glorifient les particularismes. Avec une stupeur indignée, il constate que les clercs de son temps abandonnent le souci des valeurs immuables pour mettre tout leur talent et tout leur prestige au service de l'esprit local, pour attiser les exclusismes, pour exhorter leur nation et s'étreindre à s'adorer elle-même et à se poser contre les autres dans sa langue, dans son art, dans sa philosophie, dans sa civilisation, dans sa culture. Avec une stupeur indignée, il constate que les clercs de son temps abandonnent le souci des valeurs immuables pour mettre tout leur talent et tout leur prestige au service de l'esprit local, pour attiser les exclusives, pour exhorter leur nation et s'étreindre à s'adorer elle-même et poser contre les autres dans sa langue, dans son art, dans sa philosophie, dans sa civilisation, dans sa culture. Ces transmutations de la culture en ma culture est pour Banda la marque de l'âge moderne, sa contribution irremplaçable et fatidique à l'histoire morale de l'humanité. La culture, le domaine où se déroule l'activité spirituelle et créatrice de l'homme, ma culture, l'esprit du peuple auquel j'appartiens et qui imprègne à la fois ma pensée la plus haute et les gestes les plus simples de mon existence quotidienne. Cette seconde signification de la culture est, comme Banda l'indique lui-même, un legs de romantisme allemand. Le concept de Volksgeist, c'est-à-dire de génie national, fait son apparition en 1774 dans le livre de Herder, Une autre philosophie de l'histoire, radicalisant la thèse énoncée par Montesquieu dans L'esprit des lois. Plusieurs choses gouvernent les hommes, les climats, les religions, les lois, les maximes du gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manières d'où il se forme un esprit général qui en résulte. Herder affirme que toutes les nations de la Terre, les plus huppées comme les plus humbles, ont un mode d'être unique et irremplaçable, mais tandis que Montesquieu maintient soigneusement la distinction entre loi positive et principe universel de l'équité, rien, selon Herder, ne transcende la pluralité des âmes collectives. Toutes les valeurs supranationales, qu'elles soient juridiques, esthétiques ou morales, sont déchues de leur souveraineté. Décontextualiser les œuvres humaines, les extraire du lieu où elles ont été produites et les juger ensuite selon les critères impersonnels du bien, du vrai ou du beau. Herder veut mettre fin à cette erreur séculaire de l'intelligence. Au lieu de soumettre les faits à des normes idéales, il montre que ces normes elles-mêmes ont une genèse et un contexte, bref, qu'elles ne sont rien d'autre que des faits. Il renvoie le bien, le vrai et le beau à leur origine locale, déloge les catégories éternelles du ciel où elles se prélassaient pour les ramener sur le petit morceau de terre où elles ont pris naissance. Il n'y a que des valeurs géniales et des principes avenus. Loin que l'homme soit de tous les temps et de tous les pays, à chaque période historique et à chaque nation de la Terre correspond un type spécifique d'humanité. Socrate, un Athénien du 5e siècle avant Jésus-Christ, la Bible, une expression poétique, originale et conjecturelle de l'âme hébraïque. Tout ce qui est divin et tout ce qui est humain et tout ce qui est humain, même le logos, appartient à l'histoire. Contre les anciens qui ne concédaient à la succession des événements aucune signification valable, Herder partit sur l'intelligibilité du temps, mais à la différence des modernes qui partent à la conquête du monde historique armé de normes universelles, il réintègre dans la durée
tout ce qu'on avait cru identique ou invariable chez l'homme. L'image classique d'un cycle éternel de violence, de crimes, lui est aussi étrangère que l'idée introduite par Voltaire d'une victoire progressive de la raison sur la coutume ou les préjugés. On ne veut pas, selon Herder, dissocier l'histoire de la raison à la façon des moralistes qui dénoncent avec une indignation monotone la férocité ou la folie des humains. On ne peut pas non plus rationaliser le devenir comme les philosophes du siècle qui tablent sur le progrès des Lumières, c'est-à-dire le mouvement patient, continu et linéaire de la civilisation. Ce n'est pas l'histoire qui est raisonnable ou même rationnelle, c'est la raison qui est historique. Les formes que l'humanité ne cesse d'engendrer et possède chacune son existence autonome, sa nécessité immanente, sa raison singulière. Cette philosophie de l'histoire réclame une méthode inverse de celle que préconisait Voltaire. Au lieu de plier l'infinie plasticité humaine à une faculté prétendue identique ou à une mesure uniforme, au lieu de déraciner telle vertu égyptienne singulière de sa terre, de son temps et de l'enfance l'esprit humain pour en exprimer la valeur dans les mesures d'un autre temps, on devait comparer ce qui était comparable, une vertu égyptienne à un temps égyptien, Socrate à ses compatriotes et autres hommes de son temps plutôt que Spinoza ou à Kant. Et selon Herder, l'aveuglement de Voltaire reflète l'arrogance de sa nation. S'il pense faux, s'il unifie à tort la multiplicité des situations historiques, c'est parce qu'il est imbu de sa supériorité de son pays, la France, et de son temps, le siècle des Lumières, en jugeant l'histoire à l'aune de ce qu'il appelle la raison. Il commet un péché d'orgueil, il enfle aux dimensions de l'éternité une façon de penser particulière et provisoire. Le même esprit de conquête est à l'œuvre dans sa volonté de dominer l'océan de tous les peuples, de tous les temps et de tous les lieux, et dans la disposition du rationalisme français à se répandre hors de ses limites nationales et à subjuguer le reste du monde. Il applique aux événements ayant déjà eu lieu le même carcan intellectuel que la France aux autres nations européennes et notamment à l'Allemagne. Au fond, il poursuit dans le passé l'œuvre d'assimilation forcée que les Lumières sont en train de réaliser dans l'espace. Et Herder veut d'un même souffle corriger une erreur et combattre un impérialisme, délivrer l'histoire du principe d'identité et rendre à chaque nation la fierté de son être incomparable. S'il met tant de fougue à constituer les principes transcendants en objets historiques, c'est pour leur faire perdre, une fois pour toutes, le pouvoir d'intimidation qu'ils tirent de leur position suréminente. Personne n'étant prophète hors de son pays, les peuples n'ont désormais de compte à rendre qu'à eux-mêmes et rien n'eut l'idéal immuable et valable pour tous, indépendant de son lieu d'apparition et supérieur aux circonstances, ne doit transire leur individualité ou les détourner du génie dont ils sont porteurs. Suivons notre propre chemin, laissons les hommes dire du bien ou du mal de notre nation, de notre littérature, de notre langue, ils sont nôtres, ils sont nous-mêmes, cela suffit. Depuis toujours, ou pour être plus précis depuis Platon jusqu'à Voltaire, la diversité avait comparu devant le tribunal des valeurs. Herder vint et fit condamner par le tribunal de la diversité toutes les valeurs universelles. En 1974, Herder est un franc-tireur de la pensée des Lumières, jouit, notamment dans la plus de Frédéric II, d'un prestige considérable. Il faudra la déroute d'Iéna et l'occupation napoléonienne pour que l'idée de Volgiès prenne son véritable essor. L'Allemagne, émiettée en une multitude de principautés, retrouve le sens de son unité face à la France conquérante. L'exaltation de l'identité collective compense la défaite militaire et la vieillissante suggestion qui en est le prix. La nation se dédommage de l'humiliation qu'elle est en train de subir par la découverte émerveillée de sa culture. Pour oublier l'impuissance, on s'adonne à la teutonie, les valeurs universelles dont la France se réclame afin de justifier son hégémonie sont récusées au nom de la spécificité allemande
Et ce sont les poètes et les juristes qui ont pour mission d'attester cette germanité ancestrale. Aux juristes, il revient de célébrer les solutions traditionnelles, les coutumes, les maximes et les dictons qui forment la base du droit allemand, œuvre collective, fruit de l'action involontaire et silencieuse de l'esprit de la nation. Au poète, il incombe de défendre ce génie national contre l'insinuation des idées étrangères, de nettoyer la langue en remplaçant les mots allemands d'origine latine par d'autres purement germaniques, d'exhumer le trésor enfoui des chansons populaires et, dans leur pratique même, de prendre exemple sur le folklore, état de fraîcheur, d'innocence et de perfection où l'individualité du peuple est encore indemne de tout contact et s'exprime à l'unisson. Les philosophes des Lumières se définissaient eux-mêmes comme des législateurs paisibles de la raison, maîtres de vérité et de justice. Ils opposaient au despotisme et aux abus l'équité d'une loi idéale. Avec le romantisme allemand, tout se renverse. Dépositaires privilégiés du Volksgeist, juristes et écrivains combattent en premier lieu les idées de raison universelle ou de loi idéale. Sous le nom de culture, il ne s'agit plus pour eux de faire reculer le préjugé de l'ignorance, mais d'exprimer dans sa singularité irréductible l'âme unique du peuple dont ils sont les gardiens. Fin de la première partie, page 22.